Salut, c'est Chris de Dreamcatcher pour BGP Music Live. Tu peux présenter le groupe pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, donc je suis Chris, le chanteur de Dreamcatcher, un groupe de heavy metal qui a été créé il y a une vingtaine d'années. Nous sommes de la région parisienne, de Paris même d'ailleurs, et nous avons 3 albums à notre actif, dont le dernier qui vient de sortir, qui s'appelle The Road So Far. Et là, tu as un tout nouveau line-up pour cet album? Absolument. Il y a je réfléchis. Thierry, le batteur, et Alex, le bassiste, m'ont rejoint il y a maintenant presque 2 ans. Et le guitariste avait déjà joué avec nous, mais nous a rejoint en fait, est arrivé au début de l'année 2021. Ouais. Okay. Et j'avais eu l'occasion de te voir à l'Entre du Malte pour la reprise du live. Oui. C'était au mois d'octobre. Ouais, c'était cool. Ça repartait un peu et c'est bien. Et là, on commence un peu à s'inquiéter parce qu'on voit que a priori, il y a peut-être des restrictions qui vont retomber sur la tête. Donc, on est bien content d'avoir pu faire quelques dates là récemment. Et c'était comment le Dragfest? Le Dragfest, c'était super sympa. C'était une super orga. Il y avait tous les groupes étaient vraiment intéressants. Il y avait des styles un peu différents. Il y avait du monde, donc c'était la jauge était pleine. Ce qui était cool, c'est que en fait les gens s'intéressaient à tous les styles de musique parce que ça allait du black death jusqu'au hardcore, au heavy comme nous. Il y avait d'autres groupes de heavy. Il y avait il y avait un peu de tout et en plus, il y avait des il y avait des animations parce qu'il y avait un thème viking, donc c'était carrément cool, quoi. Dehors, tu sortais, tu pouvais faire du lancer de hache ou de la fabrication de boucliers vikings, donc c'était bien cool. Ça va. Et pour toi, l'attrape-rêve, ça t'évoque quoi? Eh ben, l'attrape-rêve, en fait, c'est un objet amérindien. Et donc, c'est parce que et c'est en fait le nom vient de là. Et on m'a déjà posé la question. Le nom ne vient pas de la nouvelle de Stephen King et encore moins du film de Dreamcatcher qui est carrément un peu un peu foiré quand même, il faut le dire. J'ai jamais réussi à aller au bout de ce film d'ailleurs. L'attrape-rêve, en fait, j'ai toujours été intéressé par la culture amérindienne et quand il a fallu trouver un nom pour le groupe, je trouvais ça plutôt sympa parce qu'en plus c'est un symbole plutôt bienveillant. L'idée de l'attrape-rêve, c'est que il laisse passer les bons rêves et il attrape il attrape les cauchemars dans sa toile. Et au petit matin, avec le premier rayon de soleil, les cauchemars sont détruits. Donc c'est plutôt et ça te permet de passer, je dirais, une bonne nuit. Non, c'est un symbole plutôt bienveillant et puis qui est présent dans toute la culture amérindienne, quelles que soient les tribus, même si à la base c'est plutôt Sioux dans l'idée. Et donc, voilà, c'est un peu notre symbole, c'est un truc qu'on trouve plutôt cool et plutôt, je dirais, entre guillemets, pacifiste, sympathique, quoi. Voilà. Et tu as fait ta release party au Feel Good Rocket. Et c'était acoustique, c'était comment? Alors ça, c'était le jour de la sortie de l'album, le 5 novembre. C'était une toute première pour le Feel Good Rocket, parce que c'était en fait la première fois qu'ils avaient un groupe qui jouait, et la première fois qu'il y avait un groupe même qui jouait en acoustique. C'est cool parce que il y a eu finalement il y a eu beaucoup de monde. La soirée s'est super bien passée. Et en plus, je dirais, ce qui est vachement intéressant, c'est en fait que les morceaux ont vraiment tu te contentes pas en fait simplement
de débrancher les guitares électriques et tirer la batterie et de rejouer les morceaux tels qu'ils étaient dans leur version originale, mais tu refais carrément les morceaux ont été réadaptés pour l'acoustique. On a fait des versions différentes. Et franchement, c'était cool. Et les gens, les gens ont vraiment aimé, quoi. Et on a eu des super retours. Et je me dis même que si l'occasion se représente un jour, peut-être qu'on étoffera ce set acoustique parce que là, on a joué que 5 morceaux et peut-être faire des sets acoustiques et réadapter encore des morceaux, des anciens morceaux et les faire comme ça. C'est un exercice qui nous a bien plu et surtout, on était vraiment touchés qu'il y ait autant de monde qui viennent et que les gens soient aussi contents de venir en fait faire la fête avec nous parce que quelque part, c'était aussi pour célébrer le 20e anniversaire de Dreamcatcher. Donc, il y avait des gens qui avaient fait des gâteaux. Il y avait un gâteau à l'effigie de la pochette des derniers albums. On a profité pour faire le lien en plus, comme c'était les 20 ans, pour faire venir un de nos anciens guitaristes qui avait joué sur les 2 précédents albums et qui est venu jouer un morceau avec nous. Donc, c'était cool, c'était la fête. Et ça se passe comment le processus de composition cette fois? Alors, en fait, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Alors, soit on a carrément chaque musicien vient avec une idée précise d'un morceau ou même carrément une compo déjà écrite. Ou alors, donc c'est ce qui s'est passé sur cet album. En fait, il y avait le problème du confinement. Donc pendant le confinement et on a quand même pas mal composé chacun de notre côté. Et puis ensuite, on s'est retrouvé avec le bassiste qui est également guitariste et qui est également chanteur dans un autre groupe. Donc ça amène pas mal de palettes et qui a son propre home studio. Donc lui aussi, il avait écrit des choses. Donc on a mis ça en commun. Le batteur aussi est venu nous voir avec un début de morceau, avec des idées. On a aussi mis ça en commun. Donc il y a ces idées-là, ou alors ça part carrément de un thème, une idée, et on peut être capable d'écrire une chanson en une après-midi. Alors c'est absolument vrai pour cet album-là. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que les bases et les maquettes ont été écrites, on a envoyé tout ça au batteur pour qu'il lui amène ses propres parties batterie. Et le guitariste s'est chargé des solos et des arrangements de guitare. Mais et à la limite, on a un peu travaillé dans l'urgence puisque on a on a mis les bases de ça au mois de février. En mars, on avait quasiment terminé. En mai, dès qu'on a eu la possibilité de répéter, on a tout mis en commun et on a fait comment ça s'appelle? On a fait une résidence de 2 jours dans un studio pour que tout ce qu'on avait fait écrit en studio, ça ait plus de corps et que que ça ait un esprit live. Et fin mai, on enregistrait les batteries. Courant juin, on enregistrait les guitares, les voix et la basse. Et ça a été mixé en juillet, donc ça a été assez vite. Alors que précédemment, le premier album le premier album de Dreamcatcher, c'est un peu comme tous les groupes qui ont un premier album, c'est une sorte de best-of de ce que tu as fait pendant les premières années et puis ce que tu as fait en live. Donc celui-là, c'était des morceaux qui étaient déjà tous pour la plupart écrits quand on a enregistré. En revanche, l'album précédent, on avait plus tendance à faire un peu à se ramener en répète et à ramener des bouts de morceaux et à écrire des morceaux en répète. Donc un processus plus long et peut-être il se rapproche plus de la jam. Je dirais, j'ai testé toutes les formules. En tout cas, celle-là pour ce nouvel album a super bien fonctionné. Ça correspondait sans doute à l'envie du moment, à ce besoin d'urgence. Tu sais, le fait qu'en fait, on est resté confiné, on n'a pas fait de concert, on n'a rien fait pendant un moment. L'envie d'écrire vite et d'aller vite en studio et de tout mettre en boîte assez rapidement.
Et puis, et finalement, on a un album qui sonne assez immédiat, assez énergique, et c'est ce qui nous correspond aujourd'hui. Ouais, parce que tu as les compositions qui sont beaucoup plus catchy et tournées vers le live que l'album d'avant. Tout à fait. En fait, c'est justement parce que c'est sans doute la méthode de travail qui est différente. Et puis l'envie du moment qui était en fait de faire des. On s'est retrouvé avec le bassiste et on s'est dit, bah finalement, voilà, écrire des morceaux de 7 minutes là où effectivement en moins de 5 minutes on peut tout dire. On a essayé de faire quelque chose de plus ramassé. En plus, c'est aussi sans doute, bah, tu sais. Les gens te donnent leur avis, les gens te disent, et donc tu écoutes les avis des uns et des autres. Et les avis des uns et des autres, c'est bien Dreamcatcher, mais je trouve que les morceaux sont un peu longs, il n'y a pas toujours vraiment des refrains, c'est peut-être pas assez. Donc, il y a, je pense, effectivement, j'ai écouté les critiques qu'on me faisait, et puis, comme je te dis, ça correspondait sans doute à mon envie. Ça dépendait aussi, ça dépend sans doute des gens avec qui tu composes, avec l'équipe avec laquelle tu travailles. J'étais et puis je dirais aussi que cet album, j'ai beaucoup plus écrit que sur les précédents, enfin que sur le précédent, parce que ben effectivement, à un moment donné, tu te retrouves chez toi tout seul avec ta guitare. Il faut un peu te tirer les doigts et faire quelque chose, quoi. Et ça s'est passé comme ça. Et ça te donne l'occasion aussi de jouer quasiment tout l'album en live. Bah, c'est l'idée, c'est qu'en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que comme le line-up est tout nouveau, et puis ben cet album, c'est vraiment la somme de ce qu'on a fait tous les quatre ensemble. Et on en était tellement fiers et en plus on trouvait que cet album avait justement, comme tu l'as dit, ce côté catchy et ce côté plus live. Les compos se prêtaient vraiment à les jouer en live. On était tellement fiers de l'album, et puis moi je voulais en fait, c'est aussi un moyen pour moi de remercier les gens qui sont avec moi sur cet album et qui jouent avec moi, et pour emmener l'équipe dans un projet nouveau. Et donc, sur les premières dates de ce qu'on peut appeler une tournée, parce qu'on va essayer de défendre cet album sur scène le plus possible, on a décidé de le jouer en intégralité. C'est-à-dire on commence le set avec le premier morceau de l'album, on le termine avec le dernier morceau. Et on rajoute Dreamcatcher, qui est un peu qui a en quelque sorte notre rythme, et qui est le morceau fédérateur. Et, euh, et donc aujourd'hui, on est sur des formats où on joue 45 minutes. Donc on a notre album plus Dreamcatcher. Et on va voir comment tout ça va évoluer. Je pense qu'on va sans doute, si on a plus de temps pour jouer, ou en fonction des dates, on fera peut-être bouger la setlist. Mais franchement, moi, en tant que fan de musique, ce qui m'a toujours saoulé, franchement, c'est t'as des groupes qui sortent des super albums, mais le problème, c'est que ces groupes-là, c'est des groupes qui sont extrêmement, enfin, qui ont des longues carrières derrière eux, et donc ils se sentent obligés à chaque fois qu'ils sortent un nouvel album de jouer bien sûr plein de classiques, ce qui fait que même si l'album est génial, même si l'album contient 10 titres, ils vont en jouer au mieux 3. Ça veut dire qu'il y a 7 titres que tu n'entends jamais en live. Eh ben, Maiden avait, alors, j'ai rien inventé, Maiden avait fait ça en 2006, quand ils avaient sorti l'album A Matter of Life and Death. Il avait joué dans son intégralité. J'avais trouvé ça, en tant que fan, j'avais trouvé ça super cool. Alors après, c'est pareil, Dreamcatcher, il y a des gens qui nous suivent et qui nous connaissent. Il y a aussi, et là, sur les dates sur lesquelles on a joué récemment, il y a plein de gens, on a joué devant ce qui n'était finalement pas notre public, des gens qui ne connaissaient pas. Donc aussi, à la limite, pourquoi pas, puisque les gens découvraient Dreamcatcher, et ben allons au bout du bout, proposons-leur le nouvel album, et s'ils le kiffent, et ben après ils iront au stand de merch et ils l'achèteront. Et au moins, ils n'auront pas été volés sur la marchandise. Ouais, c'est un problème de Maiden ou d'autres certains groupes, ils jouent ce qu'attendent les fans, quoi. Ils jouent pas trop de nouveaux titres.
Ah, c'est le problème, oui. Tu vois, tu prends même des groupes comme Saxon ou même des groupes comme, je sais pas, Metallica. En fait, les fans sont là pour entendre les vieux titres. Et donc, c'est très rare que tu aies détourné une tournée de l'album, quoi. Alors, et puis, c'est pareil il y a fan, il y a, quand c'est des groupes massifs comme ça, ils ont effectivement des gens qui sont réellement des fans et qui ont accroché à mort sur le dernier album, mais il y a aussi des gens qui sont là parce que c'est Maiden, parce que c'est Saxon, parce que c'est Metallica, parce que c'est Scorpion, et qui veulent entendre, ils veulent entendre les anciens morceaux. Mais moi, j'ai souvent entendu dire de ces groupes qu'en fait, ils n'avaient pas envie de devenir des jukebox, quoi, tu vois, qu'ils n'avaient pas envie de faire des tournées best-of. Quand des groupes continuent à, à produire, je dirais, à produire de la musique, à faire des nouveaux albums et que le format de ces morceaux se prête à les jouer en live, putain, mais allez-y, les gars. Maintenant, sur le dernier album de Maiden, il est clair que quand tu as des morceaux de 10 minutes, ça va être compliqué. Parce que déjà, tu auras joué 4 morceaux, tu auras fait la moitié du concert. Et c'est passé comment au niveau de l'enregistrement? Eh ben, en fait, aujourd'hui, tu n'es pas sans savoir que les techniques d'enregistrement ont pas mal évolué et qu'on peut déjà faire pas mal de choses par soi-même. Donc, on est tous équipés, on est équipés en home studio. Et donc, les batteries ont été faites dans un studio. Elles ont été faites dans un studio en Normandie, au studio de la Vimondière. C'est un studio qui appartient à notre ancien bassiste, parce qu'on voulait justement avoir une vraie batterie avec un son acoustique. Donc, les batteries ont été enregistrées en studio. Les guitares, le chant a été enregistré dans notre home studio, et la basse et la guitare également. On a fait le choix d'enregistrer en son clean, c'est-à-dire et, et de rajouter les effets ensuite. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 2 fois sur 2 albums qu'on collabore avec Axel de Verstorm du Walnut Group Studio qui était à Amiens, qui a bossé notamment pour Hurlement, qui a bossé pour Trashback, qui a bossé pour ADX, et donc on est allé chez lui. À chaque fois, on va chez lui, on passe une journée, on mixe un morceau, et ensuite, lui, il fait ce qui s'appelle du reamping, c'est-à-dire qu'en fait, il prend les sons de guitare clean. Lui, alors comme référence, on lui a donné les sons de guitare simulateur, et ensuite, lui, il repasse ça à travers des têtes d'ampli et des amplis pour faire un son qui sera le son qu'on aurait pu avoir si on avait effectivement enregistré avec des amplis, mais avec justement cette précision que tu peux avoir, puisque lui, il peut retoucher comme il veut. Et ce qui est marrant, c'est que, et c'est ce que je dis à chaque fois, parce que quand tu réfléchis, il n'y a rien de plus antinaturel que l'enregistrement studio, puisque à part les groupes qui enregistrent réellement en live, la plupart du temps, tu recrées quelque chose de live et tu peux enregistrer les gens les uns après les autres. Et c'est ça que je trouve génial sur cet album, c'est que à la base déjà comme tu l'as dit, c'est sans doute les compos à la base qui sont comme ça, mais je trouve que ça sonne assez live. Ça sonne pas surproduit, mais ça c'est notre volonté à nous. En fait, on voulait que ça sonne, que ça soit un témoignage de ce qu'on est aujourd'hui. Et c'était quoi tes attentes au niveau du mix et du mastering, justement? Bah, c'était qu'on entende tout. C'était que la basse, qui prend déjà une place chez Dreamcatcher assez importante, soit bien présente, que les guitares soient également présentes, mais en fait, et que la batterie soit là. En fait, l'idée, en fait, c'était de sonner, c'était c'est pas de sonner surproduit. Alors, c'est peut-être une démarche old school dans l'idée, j'en sais rien, mais on s'est vu avec Axel. Il me dit toujours, qu'est-ce que tu as comme album de référence? Comment tu voudrais sonner? Donc, je lui sors Power Slave de Maiden et je lui dis, bah voilà, en fait, ça, c'est un album
je prétends pas être Iron Maiden, je dis ça, c'est un album où où il y a de la brillance, où tu entends tout, où t'as pas des grosses guitares partout. En fait, donc, et on voulait que les voix soient proches de de ma voix, sans trop d'effets. Donc, on voulait quelque chose d'assez proche de ce que, comme je te dis, de ce qu'on est en live. Et surtout, nous, on avait aussi la volonté de composer de la musique et d'enregistrer un album qu'on soit capable ensuite de reconstruire, de rejouer sur scène. Sans avoir à utiliser des samples ou sans avoir, je sais pas, à rajouter des murs de guitare comme ça se fait aujourd'hui. Je ne condamne pas ces gens-là, mais je dirais que c'est pas notre démarche. Quand tu vas voir aujourd'hui des groupes de heavy de la nouvelle génération comme Battle Beast ou comme Sabaton, t'as des murs de guitare. Mais c'est clair que les mecs, en fait, ils jouent, mais ils ont en plus des guitares qui sont rajoutées dessus. Donc c'est je dirais c'est la limite entre comment dirais-je, l'exercice live et la reproduction de l'album sur scène, quoi. Et donc en n'en mettant pas trop comme on a fait et en voulant sonner le plus authentique possible, que les gens qui viennent nous voir sur scène, ils sont pas surpris parce qu'après quand ils achètent l'album, ils ont la même chose. Je trouve aussi que au niveau de la batterie, ça groove hyper bien. Tu as une descente de tom à l'ancienne. Absolument, absolument. En fait, on a un batteur qui est fan absolu de Nico McBrain. Et nous, quand on a, et de Clive Burr, et nous, en plus, quand on a composé cet album, des fois, on s'est dit, parce que Alex, le bassiste, et moi, on est aussi des gros fans de Wasp. Et il y a du Crimson Idol sur cet album. Et on s'est dit, tant pis si ça sonne, tant pis si effectivement, allons-y, faisons-nous plaisir. Et je crois que c'est la base du truc, c'est que déjà, il faut que tu te fasses plaisir à toi. Et si tu fais une musique authentique et qui te plaît à toi, tu vas plaire aux gens. Enfin, les gens, ça va leur plaire. Si et ouais, c'est vrai que du roulement, il y en a partout et et que même la batterie, elle est ouais, dans l'esprit, elle est old school. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu as la basse qui groove, tu as la guitare, tout va à l'essentiel. C'est ça, mais c'est effectivement, donc là, en fait, ça a été composé sans batterie, mais déjà avec l'idée de ce qu'allait être la batterie. Et je dirais que quand la batterie, quand Thierry a enregistré en studio, ça a vraiment amené le truc. Les morceaux, tout d'un coup, ils ont pris vie. Et c'est ensuite, quand la batterie groove, que tu peux poser ta basse dessus et que tu peux effectivement poser tes guitares. Et ensuite, le chant trouve sa place, trouve sa place assez facilement parce que justement, il y a ce côté, ouais, comme on le disait. Mais je crois que la base du truc, hein, c'est ça, hein, c'est que quand tu enregistres avec une vraie batterie qui dans un esprit live, tout ce qui arrive derrière, tout ce qui suit, sonne live. Le précédent album, par exemple, et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, l'album précédent, on travaillait avec un batteur qui était pas du tout dans cet esprit-là, qui était beaucoup plus entre guillemets jeune génération. Et lui, son truc, c'était la programmation. Et donc, en fait, on a complètement écrit les morceaux, il les a totalement programmés. Et ensuite, c'était pareil, toujours avec cet esprit d'être capable de rejouer en live, ce qu'il avait programmé. Mais du coup, c'est après. C'est assez marrant parce que là, t'es vraiment dans l'exercice de recréer quelque chose. Parce que du coup, après, la batterie, pareil, au niveau du mix, ce qui s'est passé, c'est que on a été chercher les sons de batterie qui allaient bien et on a retravaillé une batterie pour lui donner un côté live qu'elle n'avait pas l'habitude. Mais ça reste quand même malgré tout,
même si en fait il y a plein de gens qui s'en sont pas rendus compte, ça apporte, il y a un côté plus clinique et je pense que ça, c'est ce qui explique aussi, ce qui explique cette démarche et ce pourquoi, comme tu le disais, tout ça sonne finalement très frais et très live. C'est qu'en fait, c'est comme tu le dis, c'est la batterie qui amène le groove. Mais tu peux amener, mais le groove en fait, il était déjà présent sur l'album précédent différemment, mais c'est marrant parce que les deux approches sont différentes, mais au final, tu arrives au résultat, quoi. Donc, le précédent album, c'était de la programmation sur l'album? Ouais, complètement, complètement. Programmation et ensuite euh, retravail, gros travail au niveau du mixage. Euh, avec en fait, on reprenait on a été aujourd'hui, il y a des logiciels qui font le truc super bien, qui font vraiment le job, et pour en fait, pour te faire finalement sonner comme une batterie acoustique, quoi. Alors après, l'avantage que tu as sur des trucs comme ça, en théorie, c'est que tu peux tout retoucher. Mais quand nous on a fait les prises batterie la dernière fois, c'est pareil. On a, je sais pas, on a une vingtaine de pistes de batterie. Donc de toute manière, même le boulot du mec qui mixe, même sur une batterie acoustique, tu peux retoucher, tu peux recaler, tu peux tout faire. Mais je pense que justement, c'est ça qui est cool quand tu as une batterie acoustique et une batterie enregistrée live, c'est que même si tu es tout le temps dans le tempo, tu as toujours par moments ce petit truc qui fait que bah là, t'as pas c'est pas exactement tapé au bon endroit sur la cymbale. Nous, on a fait plutôt le choix d'ailleurs le batteur était quand même vachement précis et il a pas fait mais on a fait plutôt le choix de le conserver comme ça. Et, euh, et ça a quasiment pas été retouché ni recalé, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus aéré, quoi. Ah bah oui, et c'était le but en fait. C'était ça, c'est d'avoir une prod très aérée, comme tu le dis, très cristalline, où il y a de la place pour tout et où tu entends tout et où c'est pas juste tout d'un bloc. J'ai entendu je sais qu'on en parle, ce mot-là revient beaucoup dans ma bouche, mais j'ai entendu beaucoup de critiques sur le dernier album d'Iron Maiden parce que justement, les gens disaient les guitares, elles sonnent comme de la merde ou elles sonnent pas, on n'a pas des murs de guitare. Bah, c'est eux leur façon de voir la musique. C'est pas la peine de dire que les mecs ils l'ont mal produit, c'est qu'ils ont envie de le faire comme ça. Si tu compares par exemple avec les dernières productions allemandes ou même la production du dernier album de Judas Priest, ça respire moins, mais c'est plus tout d'un bloc. Chez Dreamcatcher, on a fait le choix que ça soit pas tout d'un bloc, mais que ça soit effectivement, comme tu le dis, aéré. Et on peut me parler de la thématique de l'album? Bien sûr. Alors, en fait, c'est pas. Il y a des thèmes récurrents chez Dreamcatcher. Déjà, comme on le disait tout à l'heure, quand tu me disais qu'est-ce que c'est qu'un Dreamcatcher, qu'est-ce que ça évoque pour toi. Donc, il y a un thème qui est déjà, et un thème qui me passionne. Et donc, en fait, moi, en général, quand tu fais de la musique, quand tu écris des textes, tu écris sur des choses que tu connais, des choses que tu maîtrises, ou des trucs, tout simplement des trucs qui t'intéressent. Donc, moi, déjà, il y a un gros intérêt pour la culture amérindienne, ce qui fait qu'en fait, il y a déjà dans l'album, il doit y avoir de mémoire un, deux, trois, il y a au moins trois ou quatre morceaux, si on compte les bonus, oui, qui parlent de ça. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand tu t'intéresses comme moi à cette culture, tu peux parler de tous les aspects. Tu peux parler des aspects euh, les aspects historiques. On a une chanson qui s'appelle euh, je vais y arriver. It's a Good Day to Die, qui parle en fait de la bataille de Little Bighorn où les Sioux et les Cheyennes ont mis la pâtée au général Custer. Tu as une chanson qui s'appelle Thunderbird, qui elle carrément elle parle de l'oiseau tonnerre. Donc là, on est carrément sur des contes et légendes, sur de la mystique. On a sur la version Digipack, on a deux bonus. Donc on a la chanson Dreamcatcher qui est à la fois qui parle justement de ce symbole qu'est le Dreamcatcher, mais aussi qui fait le parallèle entre
la vie d'un Amérindien de nos jours dans les villes et la vie des Amérindiens à l'époque de la conquête de l'Ouest. On a une chanson qui est Mother Earth qui parle qui a un côté écologique et qui parle de la relation des Amérindiens à la terre. Et l'autre grosse thématique qu'on retrouve souvent chez Dreamcatcher aussi, pareil, c'est un sujet qui m'intéresse, c'est tout ce qui est littérature et mythes fantastiques. On a une chanson sur le baron Frankenstein, on a une chanson sur Jacques l'Éventreur, on a une chanson sur le thème de la Dame Blanche. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pas les titres sous les yeux, je le fais de mémoire. On a une chanson qui parle justement de Dreamcatcher et de la manière dont ce groupe qui fête aujourd'hui ses 20 ans a traversé les années, a eu des épreuves, a vu des gens arriver, d'autres partir. L'idée, c'est, je crois que je suis quelqu'un en fait parce qu'en fait, comme tu le sais, je suis le seul membre original. Je suis quelqu'un quand même d'assez obstiné, têtu, et qui n'a jamais envie de lâcher l'affaire. Et on tenait absolument, je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, moi, pourquoi aussi il y a eu cette urgence dans l'enregistrement de l'album et pourquoi il fallait absolument que cet album sorte, c'est que cette année, c'est les 20 ans de Dreamcatcher et on voulait absolument marquer le coup. Voilà. Donc ça marque le coup en faisant... et donc cette chanson de Phoenix Will Rise parle en fait de la thématique du phénix qui renaît de ses cendres et c'est une nouvelle incarnation de Dreamcatcher. J'espère franchement, je te le dis en toute honnêteté, que le prochain album sera avec le même line-up. Et donc oui, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, il y a une chanson sur l'album qui s'appelle, qui était totalement en prise avec l'actualité du moment, que j'ai écrit chez moi, et d'ailleurs qui peut d'ailleurs repartir sur l'actualité du moment également, parce qu'on est reparti dans une chanson qui parle pas réellement du Covid, mais qui parle des doutes que tu peux avoir sur est-ce que on va un jour retrouver le monde d'avant. Et donc la chanson, c'est le monde est en train, on a l'impression que le monde est en train de s'écrouler, c'est The World is Falling Apart. Et donc c'était assez personnel, c'était dans une période où on était tous confinés, on savait pas trop ce qui allait se passer, et on se demandait si on allait s'en sortir un jour. Voilà pour les thématiques de l'album, je crois que j'ai fait le tour. Et t'as aussi une chanson de Noël, Silent Bloody Night. Oui, alors ça c'est dans les bonus. Alors ça c'est assez rigolo parce qu'en fait l'an dernier il était impossible de faire des concerts. Il fallait malgré tout être présent, continuer à exister d'une manière ou d'une autre. Et donc on avait décidé de faire dès que c'était possible, de faire des vidéos acoustiques. On a fait 2 vidéos acoustiques qui d'ailleurs ensuite, et c'est les morceaux qui ont ensuite été retravaillés et qui se sont retrouvés en bonus et qu'on a réenregistré parce que ça avait bien fonctionné. Et puis j'ai toujours adoré les chants de Noël, les chansons de Noël. J'ai beaucoup aimé Noël, je sais pas. Et on s'était dit à un moment donné, il va falloir faire ça, quoi. Et l'année dernière, on est parti là-dessus, mais on s'est dit on va faire une chanson de Noël un petit peu différente, quoi. Donc on a pris la chanson, le chant traditionnel de Noël, Silent Night, qui est connu aussi en français Douce Nuit. Et on s'est dit j'ai trouvé que c'est quasiment du mash-up, hein, parce que il s'est avéré que le tempo correspondait relativement bien avec notre morceau Blood on the Snow qui figurait sur l'album précédent. Et donc on a fait une adaptation en fait. On a mis tout ça dans un mode mineur parce que bon quand même on est des métalleux, faut que ça soit un peu dark quoi. Et donc on a fait une chanson ce qui est quand même super ironique parce qu'en fait on est en train de faire une chanson de Noël et sur la fin ça parle du massacre des Indiens qui ont été massacrés à Wounded Knee en 1890 par la 7e de cavalerie. Donc je trouvais c'est une chanson qu'on peut trouver entre guillemets assez monocorde, mais c'était le but, c'était de donner quelque chose d'assez sombre, assez triste. Et puis surtout ce qui était assez marrant, c'est que comme je disais tout à l'heure, Alex, qui notre bassiste et qui fait également les chœurs,
est chanteur dans son propre groupe et donc est vraiment un chanteur. Donc, on a décidé d'en faire un duo et c'était assez cool parce qu'on se partage les voix. Et puis lui, en plus, dans son autre groupe, Fatal Facial, il chante en français. Il a même réussi à me faire, pour la première fois de ma vie, chanter un couplet de cette chanson en français. Et donc, ouais, bah voilà, on a un chant de Noël. Puis je trouve quand même que ouais, que ça a de la gueule, quoi. Et puis je trouve ça on le fait pas figurer réellement sur l'album parce que sur le vinyle il n'y est pas, il n'y est pas. Mais je trouve que c'est des bonus sympas, quoi, parce que on s'est quand même aperçu après avoir composé notre album qui avait ce côté très immédiat, très direct et tout, que il tenait sur un vinyle, mais que sur un CD, ça faisait un peu shortos. Donc, on s'est dit, on va pas voler les gens, on va quand même rajouter quelques bonus. Et puis, tu sais, il y a toujours dans le milieu du métal, les gens sont très collectionneurs. Et puis, les fans, on s'est dit, bah ouais, finalement, les gars qui vont acheter le vinyle, non, les gens qui vont acheter le vinyle, ok, ils veulent acheter le vinyle, mais les gens qui vont acheter le digipack, faut leur donner quelque chose en plus. Et donc, on a rajouté ces bonus. Et l'album, il est intemporel, il aurait pu être sortir dans les années 80-90. Absolument. Mais en fait, je veux dire, je pense que je pense que c'est la même chose pour toi. En fait, il y a une partie de la musique, ta formation musicale, ton goût à la musique, tu le fais dans tes premières années. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, tu vas pas t'intéresser à d'autres choses. Mais je dirais que euh, moi, comme les gens qui jouent dans Dreamcatcher sont des gens qu'en fait qui sont amoureux de la musique, qui ont découvert la musique soit dans les années 80, soit dans les années 90, et qui sont amoureux de cette période-là. Et donc effectivement, il y a des gens déjà qui m'ont dit cet album, il est c'est presque un album qui aurait pu être sorti par un groupe de la New Wave of British Heavy Metal. Ben, je dirais, à un moment donné, c'est simplement la somme de nos influences, c'est ce qu'on aime, mais effectivement, je pense que cet album, il est, il reste actuel dans le sens où c'est pas des prods dégueulasses excusez-moi, je devrais pas dire ça, mais c'est pas les prods qu'avaient les groupes français dans les années 80 où c'était un petit peu difficile parce qu'aujourd'hui on a la technique, on a déjà la technique des musiciens a évolué et ensuite la technique des studios d'enregistrement aussi a évolué. On arrive à sortir des trucs sympas et avec un son nickel. Mais c'est vrai que je te rejoins. Cet album, il est plus ancré dans les années 80-90 que effectivement dans les années 2000 ou 2020. Mais ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, tu puisses toujours continuer à faire ce genre de choses, d'une part, et qu'il y a un public pour ça. Et alors c'était assez. D'ailleurs, je vais te citer cet exemple qui est assez marrant, c'est que au concert au Dragfest, il y avait des gros trashers, des gros DSE, il y avait des gros fans de hardcore. Euh, et les organisateurs sont plutôt dans des groupes effectivement un peu extrêmes. Et ils étaient tous au premier rang devant Dreamcatcher parce que c'est leur racine, quoi. Donc, je pense il y a la place. Il y a la place pour ça. Et puis, franchement, la démarche est super honnête, quoi. On n'est pas dans un trip revival. On fait simplement la musique qu'on aime et on espère qu'avec cette musique, on va toucher une partie, qu'il y a des gens qui vont comprendre notre démarche et qui vont suivre ça. Et puis, moi, je trouve que là, on n'en a pas encore parlé. Ça a dû sans doute avoir l'occasion de le faire et d'interviewer des groupes récemment qui viennent de sortir des albums. Mais je trouve que là, en ce moment, sans parler de revival, la scène Eevee en France se porte pas mal du tout, hein. Quand tu prends le dernier Titan, tu prends le dernier Sortilège, tu prends le dernier ADX, tu prends des groupes comme Tentation, Herzl ou Evius, je trouve quand même que
Tout ça, toutes ces influences, tous ces groupes qui sont soit plus ou moins anciens, c'est digéré et que franchement, ça tient la route. Ça tient, et qu'aujourd'hui, ce qui était peut-être pas le cas il y a quelques années où on nous regardait de haut, on nous disait, on donnait un peu, on avait un peu l'impression d'être les derniers dinosaures. J'ai l'impression que le heavy et le trash sont reviennent en force. Et ouais, c'est ouf, hein, parce qu'en fait, t'as l'impression que tous ces groupes comme nous qui ont été confinés, ils avaient des choses à dire et qu'ils en ont profité pour sortir des super albums.